Depuis des temps ancestraux, il existe un vieux proverbe, un haïku japonais que les sages se transmettent de génération en génération. Il dit « Un manga en film? Mais ça va pas la tête, c'est de la merde !» Pourtant, tant d'hommes téméraires ont tenté leur chance, échouant parfois à tel point que leurs traces furent effacées de l'histoire. Récemment, One Piece, la série live-action Netflix, a surpris tout le monde. Les Américains ont pris une des licences les moins adaptables possibles et en ont fait une série pas trop mal, acclamée par la critique et les fans. C'était dans la une de tous les journaux, le 20h. Ça y est, ils l'avaient fait, Netflix avait mis fin à la malédiction des adaptations de merde de manga en live-action. Mais d'où vient cette malédiction? Pourquoi, quand on entend adaptation de manga en film, on en a immédiatement une mauvaise image? Car malgré le proverbe japonais véridique que je n'ai absolument pas inventé, c'est bien les japonais qui raffolent de leurs propres adaptations non-stop depuis des décennies. Un live-action Attaque des Titans, les japonais iront jusqu'à Carcassonne pour le faire. Et faut pas s'étonner après que le film transpire le pastis. On sait à quoi s'attendre, des perruques qui vont pas du tout au perso, un résumé charcuté d'une histoire qui ne peut survivre qu'au long terme, et vas-y que je te mets de la CGI effets spéciaux bien moches, bien visibles, des planches et concepts qui n'ont juste pas le même effet une fois reproduits en chair et en os, des acteurs qui surjouent sans jamais atteindre l'authenticité d'une émotion dessinée. Et avec tout ça, une réal et une prod de téléfilm, parce qu'on va quand même pas placer des millions, ce ne sont que des produits dérivés de mangas après tout. Mais lorsqu'on remonte dans le temps, on constate que les mangas sont adaptés en film depuis des décennies et que personne alors ne parlait de malédiction. Ma théorie, c'est qu'il y a quand même un live action qui a été considéré comme le patient zéro de ce fameux sortilège. Quand les bouffeurs de hamburgers ont eu assez de commettre des crimes de guerre en Asie-Pacifique et qu'ils décidèrent de commettre des crimes de guerre directement chez eux à Hollywood, récupérant les droits d'exploitation d'une certaine licence qui laissera une marque indélébile dans les petites têtes blondes. Un adage immuable qu'il ne faut jamais, au grand jamais, accepter un live-action de manga. Et encore moins un live-action manga fait par des Américains si tu ne veux pas finir avec une pub Viveldop fixation béton. Si tu prononces 3 fois TB Evolution devant le miroir, un producteur américain apparaît et fait de toi sa propriété intellectuelle. Bref, avec les années, d'autres productions principalement américaines s'y sont cassées les dents. Le Death Note Netflix, catastrophique. Le Cowboy Bebop Netflix, épouvantable. Le Ghost in the Shell avec Scarjo, un clone sans âme et sans intérêt quand l'original reste intact et le chef-d'œuvre qu'il a toujours été. Mais lorsque l'adaptation tant attendue et crainte de Gum par James Cameron est sortie sous le titre Alita Battle Angel, finalement réalisé par Robert Rodriguez, la musique n'était plus exactement la même. D'un coup, la critique se mettait d'accord que la fameuse malédiction des live-action animé était enfin brisé. Puis au final, Reset, ça a été brisé avec One Piece. Mais attention, il y a toujours une fanbase dédiée et prête à défendre bec et ongle le speed racer des sœurs Wachowski, pour sa réalisation novatrice dans sa façon d'adapter des codes de l'animation dans le montage. Et là, c'est trop atlantiste comme champ de vision. Chez les japonais, le Kyuchi Uni d'Hideaki Anno utilisait l'arrêt sur image pour animer des gens réels comme un animé. Sans oublier bien sûr les adaptations de Takashi Miike, qui s'est trouvé le bon ton et la manière de synthétiser un univers, peu importe à quel point il peut être loufoque. Puis les films avec Meiko Kaji, parmi les films les plus cool de son époque dont on se rappelle encore plus que les mangas qu'ils adaptent. Bref, à chaque fois qu'une adaptation potable de manga sort, on parle d'une exception qui a réussi malgré tout à briser la règle. S'il y en a une, 2, 5, 10, 20 exceptions à la règle, et que la règle c'est une poignée de films, est-ce que c'est vraiment une règle? Peut-être bien qu'on a inventé une malédiction en fonction de ce qu'on choisissait de regarder, soit parce que ça venait d'une grosse licence, soit tout simplement parce que les États-Unis contrôlent l'intégralité de nos moyens de communication et de consommation, qui fait que c'est toujours leur truc sur lequel on tombe. Et puis y a pas que les Japonais et les Américains, hein. Nous aussi, on a adapté des mangas avec Lady Oscar, City Hunter et Quartier Lointain. Peut-être faut-il regarder du côté de la Chine. Ok, c'est le meilleur film du monde, 10 sur 10, absolute cinéma. Faites-moi 15 000 live-action manga comme ça que j'injecte ça dans mes veines. Âme sensible, s'abstenir, ça va parler kung fu. Faut d'abord retourner en arrière, à l'époque où le cinéma chinois et hongkongais dominaient le monde. Dans les années 70, les gens sont complètement fadas de Kung Fu. Et comme l'a dit un grand homme, everybody was Kung Fu fighting. Les mecs du Bronx veulent être Bruce Lee, le cinéma d'action chinois et hongkongais devient une niche à part entière, mêlant arts martiaux traditionnels et des éléments narratifs et fantastiques du wuxia. Et devinette, monsieur et madame Foudre ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Jambes. Ses jambes de foudre. Parce que du côté des mandarins, c'est pas que des mandales, hein.
C'est des bonds de 10 mètres, des éclairs du bout des doigts, des one-man army, de l'ultra-violence qui assure la place de la diaspora chinoise dans le top de la tier list de la puissance des pays en fonction de leur star de films d'action. Le cinéma hongkongais a engendré toute une ribambelle de films d'exploitation. Dans toutes ces joyeusetés financées ou non par les triades, on trouve une sous-catégorie particulière. Une classification taboue, interdite pour les très mauvais garnements qui n'auront définitivement pas de cadeau pour Noël. La catégorie 3. Là où chez nous on a des logos de l'Arcom qui indiquent que tel film d'horreur est interdit aux moins de 16 ans, à Hong Kong ils ont une catégorie à part où ils répertorient les films qui craignent beaucoup trop. Alors que le cinéma d'action hongkongais est déjà vu comme assez violent sur la scène internationale. Aucune personne ayant moins de 18 ans est autorisée à voir, louer ou acheter ces films. Des films de gros déglingos reconnus comme parmi les trucs les plus horribles que vous pouvez voir capturés sur pellicule. De la violence extrême, de la torture, de la bonne conscience au négatif et un peu trop de viol si vous voulez mon avis. Je veux dire, c'est le sous-genre qui nous a donné Raped by an Angel. 4. The Rapers Union. Et il se trouve que l'adaptation dont il est question aujourd'hui est classée dans cette catégorie 3, qui n'a que faire de la censure, de la morale et des limites que les faibles esprits humains imposent à leur divertissement de masse. Et que se passe-t-il quand on mélange un manga bien vénère en mode Ken le survivant en prison et un film de catégorie 3 ? Eh bien, lorsqu'on fait le mix entre le genre le plus taré des genres de tarés qui adaptent un manga de tarés, ça fait un drame intimiste sur la nature humaine et des questionnements sur le système carcéral et judiciaire, de par la privatisation des infrastructures publiques. Non, je décolle, ça explose de partout, les mecs sont en carton-pâte, c'est la boucherie dans le sens le plus littéral du terme. Riki-Oh est un manga de Masahiko Takajo et Tetsuya Saruwatari publié à la fin des années 80 et conclu en 12 volumes. Le film adapte le premier arc du manga, où notre héros Riki démantèle un trafic de drogue dans une prison privatisée protégée par des prisonniers collabos qui sont super forts à la bagarre. Le film s'ouvre doucement. Un convoi ramène de nouveaux prisonniers et ces derniers passent à travers un détecteur de métaux. Jusqu'à ce qu'un authentique héros manga fasse sonner l'alarme et bloque d'un coup les gardes avec sa musculature exemplaire. Dès sa première scène, Riki veut faire savoir à son audimat à qui ils ont affaire. Un dur à cuire avec des balles dans le torse. Flash forward, on découvre la corruption rampante de la prison. Des gangsters graissent la patte des gardes et maltraitent un pauvre monsieur tout gentil qui n'a rien à faire ici. Avec des effets bien gore et des tops là en mode pub pour McDo. C'est genre un peu horrible à voir, mais c'est présenté de manière assez marrante et assumée. C'est comme dans les mangas qu'on présente une situation un peu caricaturale, commentée par des personnages en arrière-plan, pour être sûr que le lecteur comprenne la situation. Mais ce que ce bully ne savait pas, c'est que l'injustice est l'appât du vengeur. A partir de là, Riki se met à dos les pires crapules de la prison. On l'empêche de ramasser sa savonnette, on lui envoie Mad Dragon, un gros lard qui met de ces tatanes qui te font t'envoler, et en plus, ils ont trouvé sa main en plastique. Et là, Riki leur explose mais tellement la gueule. En un coup, c'est fini. Sauf que bon, faire un bain de sang en 2 coups de poing, ça attire l'attention du sous-directeur de la prison, avec un design complet de méchant. Crochet, œil de verre, l'apanage du vilain. Il pense pouvoir menacer Riki, mais la peur change très vite de camp. Il lui fait une attaque manga en mode Haki des rois avancés, le mec saigne sans être touché. C'est là que le Dirlo adjoint décide d'employer les grands moyens et d'envoyer le Conseil des 4. 4 prisonniers corrompus qui contrôlent les parties Est, Ouest, Sud et Nord de la prison. Et dès ses premiers combats, c'est absolument goldé. Riki, le film live, a parmi les scènes d'action les plus ouf à voir du cinéma. Parce qu'il décide d'adapter telles quelles des idées illustrées seulement possibles ou crédibles sur papier, avec des effets pratiques qui renvoient l'étendue de la puissance ou de l'impuissance des personnages. Par exemple, dans ce combat, Riki se fait aveugler. Regardez comme il saigne des yeux. Dans un manga, c'est un indicateur graphique. Et ici, c'est un indicateur que notre héros s'est pris l'attaque d'un surhomme. Et un petit jet d'eau, et il est comme neuf. Le surhomme, c'est lui. Une autre idée manga pas cinéma, ce moment où Riki se met à recoudre ses tendons charcutés au couteau. C'est ce genre de conneries que tu vois dans Baki avec un schéma qui t'explique que t'inquiète mec, c'est complètement scientifique. Même le méchant en face, il est choc barre, il peut plus lutter. En face, il est beaucoup plus fou que lui. Du coup, pour sauver l'honneur, il se fait harakiri. Sauf qu'en fait, c'était une feinte. Il se met à l'étrangler avec ses intestins. Et ce type de folie furieuse, c'est ça tout le long du film. Parmi les vilains, on compte Yomi, un fort efféminé tueur maître en arts martiaux, qui sort de bouche d'égout avec des bonds de 10 mètres, tranche ses victimes de manière horrible mais presque surnaturelle.
Il est le principal rival de Ricky dans cet arc et l'un des plus cruels. Il est joué par une japonaise et doublé par un homme avec autant de respect pour la synchro labiale que j'en ai pour la culture italienne. Après je dis pas, ça a son charme. Au fil des épreuves, Ricky ne cessera de prouver qu'il est vraiment, mais vraiment trop fort, au point de devenir une force messianique pour les autres prisonniers. On peut le faire crever de faim et l'enterrer vivant une semaine entière, ça ne l'empêche pas de faire des saltos aussitôt déterrés. En un bol de riz, il brise les chaînes, s'accroche au plafond et fait fuir tous les CRS de la prison par sa seule présence. Et il est temps, le combat final contre le méchant principal, le directeur de la prison. Une ordure comme on n'en fait plus. Un vieillard pété de thunes avec une grosse calvasse, un homme cruel et imbu de lui-même, qui traite les prisonniers comme des cafards, pour lui ne sont que de la main d'œuvre à user et à réprimer. Son intro est géniale, il arrive en retard à son propre rendez-vous, et tout le film, il trimballe son gamin débile et goofy à un pourri gâté qui ne sert que de décor et de comic relief. Bah ces petites merdes là, elles tombent à cause d'un pli dû au retard du patron, et ça le fout en rogne. Il part direct en mode dictateur. On sent la peur chez les gardes qui font aussitôt porter le chapeau à un prisonnier qu'ils avaient sous la main. Et dans sa prison, le directeur est le juge et le bourreau. Il réussira à faire capturer Ricky, à le torturer alors que c'est qu'un lâche qui tient debout qu'avec la fortune qu'il a amassée en se nourrissant du malheur des autres. Toujours obligé d'ingurgiter une quantité comique de médicaments comme si son corps lui suppliait de partir de ce monde. Attends, quoi ? Oh, wow, wow, wow. Putain de merde, qu'est-ce que... Mais... Alors vraiment, de nulle part, ce vieillard qui devait se résoudre à utiliser des armes anti-éléphants est en fait un maître du kung-fu qui utilise la même technique que Ricky. Sauf que Ricky, il se transforme pas en gros machin dégueulasse en plastique, mais j'en ai rien à foutre, c'est trop fun, c'est vraiment le meilleur film du monde. Et le fait que ce combat se passe dans une boucherie contrairement au manga, c'est un choix d'adaptation purement cinématographique. Le réal, il a eu une vision, et il l'a portée pour en faire un climax de film d'action que je montrerai à tous mes potes jusqu'à mon dernier souffle, qu'ils souhaitent le voir ou non. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est bien filmé. On sent que le chef-op contrôle son espace et ses compositions. Je connaissais déjà le réalisateur Lime Nashoy pour son précédent film The Seventh Curse, qui était un des films d'horreur les plus baisés de la tête que j'avais vu. C'est genre des Indiana Jones super flics qui font du kung-fu contre des sorciers qui sacrifient des bébés en Thaïlande et après ils foutent des kicks de bâtards à des momies. Il y a des gosses fantômes et après je ne me souviens plus très bien. Ces films m'enivrent et c'est normal car le réal a de la bouteille. Surtout en effet pratique, plastique, si cheapos mais si efficace. Chez ce mec, même les chats font du kung-fu. Au-delà des effets gore, Riki-Oh, c'est un film qui a du punch. On sent que la prison est un décor malléable. Regardez cette séquence filmée la nuit dans les dortoirs. Dans ce contexte, tous les prisonniers dans l'obscurité parlent du sort de Ricky torturé à la lumière de l'extérieur. Seules quelques silhouettes et le feu des cigarettes permettent de distinguer les voix qui sont unanimes. Ricky est leur espoir, et ils se demandent si eux aussi ne devraient pas faire quelque chose à l'extérieur. Le film n'est pas que des boyaux et des viscères éparpillés partout. J'ai un peu déconné tout à l'heure en disant ce que ça raconte, car il y a vraiment des moments plus solennels qui prennent au sérieux le poids émotionnel des personnages. Ce qui rend le héros invincible, c'est son aversion à l'injustice, et c'est assez ironique qu'il en soit autant témoin dans une prison, établissement symbole du système judiciaire. Riki-Oh est bel et bien une critique des rapports de force dans la société. Les vilains sont soit des capitalistes qui abusent de leur pouvoir, ou des traîtres se rangeant de leur côté. C'est plus intéressé à montrer de la baston avec des effets gore, mais ce n'est pas un film décérébré pour autant. C'est d'ailleurs assez surprenant que le film semble porter un message général anti-autoritaire, plus ou moins anticapitaliste aussi, avec des mouvements de foule dignes des premiers soviétiques. Le film est sorti 6 ans avant la rétrocession de Hong Kong au RPC et a bel et bien prédit les prisons privatisées qui est un véritable phénomène et problème aux États-Unis. Riki-Oh est cohérent avec son propos et sa cinématographie et n'a jamais
jamais honte de reprendre telles quelles des scènes iconiques du manga. Voire le film cherche à les rendre encore plus iconiques, parce que oui, il y a des différences assez subtiles avec le manga, et c'est toujours dans la continuité du propos. Les prisonniers qui portent les exploits de Riki, un ajout, la maladie respiratoire du directeur, un ajout, le flashback de Riki qui s'entraîne à désacraliser des tombes, un ajout aussi, même si ça raconte rien sur la société, du moins je crois. L'un des seuls regrets que j'ai par rapport au manga, c'est un speech du méchant qui explique plus frontalement un des thèmes autour d'une métaphore sur les loups et les porcs. C'est évoqué vite fait dans le film avec des références par-ci par-là dans les répliques. Sinon, virtuellement, le film surclasse le manga dans presque tous les points. Et surtout dans sa façon de traiter le décor. Franchement, ce combat final boucherie, c'est un régal. L'un des points qu'omet le film par rapport au manga, c'est pourquoi Riki est dans cette prison. Il était pas au courant pour la drogue, il était largement assez fort pour partir quand il voulait, alors pourquoi ? Ah bah non, il lui dit pas. L'une des raisons pour laquelle les méchants ne tuent pas Riki directement, c'est pour d'abord savoir qui l'envoie. Et c'est un peu génial, parce que ces salopards font tellement le malheur de tout le monde qu'ils ne savent pas qui a dépêché Riki de se venger de leurs méfaits. C'est peut-être un espion, un gang rival, un proche d'une de leurs nombreuses anciennes victimes. Bref, Riki peut être n'importe qui. Sans qu'on sache qui est Riki, il devient un messie vengeur, une force de la nature qui libère les opprimés. Ça se culmine dans ce plan final où Riki ouvre le boulevard vers la liberté, en brisant à la force de ses poings les murs de la prison. Ah, c'est beau. Dans le manga, je vous l'ai dit, on n'est qu'au premier arc, 2 volumes sur 12. D'ailleurs, l'adaptation animée n'adapte que cette partie aussi, mais il est un peu naze, c'est censuré et c'est pas très bien réalisé, on va pas s'attarder dessus. Alors, dans le manga, il se passe quoi ? Et il se passe quoi ensuite ? Je vais essayer de vous la faire court, mais c'est un peu compliqué. Alors, dans le manga, Riki, lorsqu'il brandit son poing, affiche une étoile de David. Et s'il est venu dans cette prison, c'est parce qu'il est à la recherche d'un homme avec une croix gammée sur la main. Curieux. Ça ne doit être qu'un innocent symbole bouddhiste, faudrait pas surinterpréter. Voyons voir la suite. Il s'avère que l'homme à la svastika n'est autre que son frère jumeau maléfique qui s'appelle Nazi, et il s'apprête à détruire le monde. Après avoir affronté un méchant qui ressemble très portrait à Bison de Street Fighter, Riki partira à la recherche de ses origines et découvrira qu'il est juif. Oh oui, je suis juif. Ça part dans des délires qui vont super loin. Genre, on dirait Jojo, mais je trouve ça limite encore plus bizarre. C'est comme si le scénariste croyait aux théories du complot sur le judéo-bolchevisme, mais qu'il pensait que c'était bien. Peut-être a-t-il un cerveau bien supérieur au mien. En tout cas, j'ai définitivement rendu ma carte d'abonnement au club des gens qui prétendent comprendre ce qu'ils lisent. L'ange et le démon qui portent en eux les clés de la destruction se sont enfin réunis. La svastika symbolise une explosion universelle qui passe à travers les couronnes stellaires. Les polygones équilatéraux, l'hexagramme étoilé unissent quant à eux la fission et la fusion nucléaire. En d'autres termes, l'un représente la croyance et l'autre l'incroyance. C'est inéluctable. L'Armageddon qui signera la fin de l'espèce humaine sera enclenché par une collision entre les libéraux croyants et les communistes incroyants. En suivant cette logique, ces deux frères se sont vus attribuer des dons de Dieu pour accomplir sa volonté. Alors, en anglophonie, c'est ce qu'on appelle sauter le requin. Et ça le fait tout le temps, mais ce n'est pas inintéressant. C'est aussi une manière d'observer et d'interpréter les conflits occidentaux sous le prisme d'une philosophie asiatique. De l'extérieur, les guerres destructrices des Européens, les oppositions idéologiques, c'est avant tout un combat fratricide. Ici, l'histoire d'Europe se mêle à l'héritage chinois, d'où le choix peu commun mais louable d'avoir fait de son héros un réfugié juif de Shanghai. Après, on part bien loin des discours anti-autoritaires des débuts de l'histoire, mais Riki reste une représentation du karma. C'est un héros qui détruit les destructeurs. Riki-Oh, le film, n'a pas honte d'être manga. Il utilise des méthodes scéniques uniques au cinéma pour transposer le manga dans sa forme la plus criante. Et ça le fait bien. Du gore grand guignol qui fait écarquiller les yeux plus encore que le manga, qui utilise ses effets spéciaux pour être encore plus difforme et cartoon que son support d'origine. Riki-Oh, le film, a de meilleures raisons d'être gore que son manga. Et ça, c'est dû à sa place particulière dans la niche de la catégorie 3. Le réalisateur a eu le champ libre pour être le plus grotesque possible. Le film peut être manga parce qu'il est un film de catégorie 3. Sans oublier que le genre du kung-fu se prête très bien aux adaptations de manga, puisque la plupart des mangas les plus influents
influences sont eux-mêmes influencés par le cinéma hongkongais. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un Jackie Chan, mais dans le ton, l'humour, l'action, c'est totalement Dragon Ball. On peut aussi citer Ken le Survivant, le Bruce Lee Mad Max, qui d'ailleurs a eu droit à son live action éclaté au sol, qui contrairement à Riki-Oh n'a rien compris et n'a aucun intérêt. Alors, qu'est-ce qui a marché dans Riki-Oh et qui n'a pas marché dans Ken le Survivant? Bon, déjà, c'est pas filmé comme un film de kung-fu, ça n'a rien des exagérations qui font le charme et l'identité de la série, ça ne met pas les moyens pour représenter ces éléments iconiques de manière intelligente, c'est même pas une bonne copie de Mad Max. La liste des problèmes du film Ken est longue comme le bras, mais c'est faux de dire que c'est impossible d'en faire une bonne adaptation. Revenons à nos moutons, est-ce qu'il y a une malédiction des live-action de manga? Alors, oui et non. Oui, car généralement, si un manga ou un animé est dessiné, c'est que l'histoire et ses personnages sont conçus de base pour être du dessin. Le dessin, c'est une représentation, un grossissement des traits, de la caricature, du cartoon. Et que ce soit par des choix minimalistes, simplifiés ou au contraire détaillés et stylisés. Le dessin est de facto une représentation du réel. Et pour représenter le réel, le cinéma utilise ses outils. Montage, effets spéciaux, composition. Si Riki-Oh marche aussi bien, c'est parce que ça s'inspire de Evil Dead, qui lui-même s'inspire de Tom et Jerry. Est-ce vraiment pertinent d'adapter tel manga en film si on ne trouve pas d'intérêt plastique à le retranscrire à l'écran? Et ça, c'est l'une, si ce n'est la réflexion qui condamne la plupart des adaptations de manga. Et non, car même s'il y a beaucoup de barrières, que les films cartoon en live action sont encore minoritaires, une niche pas facile à financer et qui convainc vraiment pas tout le monde, ces films existent quand même et il ne faut pas chercher bien loin pour les trouver dans les adaptations de manga. Il y a aussi un terrain pour les mangas comme Old Boy ou Golgo 13, de ne pas se reposer sur ces aspects dessinés pour proposer du bon divertissement sur une base scénaristique. Mais bon, plus qu'une malédiction, les live action animés, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quel intérêt? Riki-Oh, encore aujourd'hui, met un uppercut assassin à toutes les autres adaptations de manga. Pas seulement parce qu'elle respecte son matériel de base, pas seulement parce que c'est bien fait et super fun à regarder, c'est la meilleure adaptation de manga en live action parce que ça s'est posé les bonnes questions et a fait de son bain de sang un bain de sang foutrement pertinent. Cette vidéo ne serait pas possible sans le soutien indéfectible de mes tipeurs. Inouféfé, Arnaud le Mystérieux, Fake, Mewen, Lord Onyx, Leji, HKPK, Kozon, Keikoku la Luciole, Artak, Cyril, Lily, Moldy the Dry, Nightmare, Raymond le Squeletton, The Solid Red Fox, El Gazdar, Ashton, Bolognaise, gros fan de Nekoark, Chaiful, TP Mixi, Sirion, Akhenatonte, Calistia, Nilox, Koya, Raitsutsu, le chat japonais, Wasted 180, Melake, Cocodoug et Max Allard. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. C'est moi le maître du tango, je suis si méchant. J'ai la trouille, rien qu'en voyant